Vous êtes historienne de l'art et conservatrice au département des collections modernes et contemporaines au Musée des Arts Décoratifs à Paris, en charge de la collection des jouets. Vous avez été commissaire des expositions Le Coffre à jouets en 2015, Une histoire encore, 50 ans de création à l'École des loisirs, toujours en 2015, Barbie en 2016, L'Esprit du Bauhaus en 2016, Les drôles de petites bêtes d'Anton Krings en 2016 toujours. Donc c'est pour vous montrer combien on fait d'expos par an avec les arts déco. À la rencontre du Petit Prince dernièrement, et La fabuleuse histoire des jouets de la préhistoire à nos jours, qui est en cours de démontage dans le Var, et vous avez dirigé tous les catalogues. On a souhaité solliciter Anne, qu'on avait rencontrée nous sur le projet autour d'Anton Krings, notamment puisqu'on avait prêté quelques livres pour cette exposition-là, dont la scénographie était vraiment totalement à hauteur d'enfant et vraiment bluffante, et qui donnait aussi une majesté à la littérature de jeunesse, même s'il y avait eu aussi l'exposition École des loisirs et d'autres expositions avant ça au Musée des Arts Déco. Voilà, c'était le point de départ de nos échanges, et ça fait plusieurs fois qu'on essaye de vous présenter ce travail-là ici, et qu'à chaque fois il y a eu des petits contretemps liés à tout un tas d'aléas du reste du monde. Et donc là, l'idée, c'était de voir comment la littérature jeunesse, qui n'est pas un sujet forcément évident aux arts décoratifs, par le biais de cette collection des jouets, s'installe et prend de plus en plus de place quand même dans la programmation, en tout cas une place de plus en plus évidente, avec aussi, on n'en a pas parlé pour Emmanuel, mais des publications de catalogues, ce qui donne aussi une durée dans le temps. On a parlé des expositions virtuelles ce matin, mais là on a aussi une durée dans le temps à travers des catalogues papier. On revient au livre après être partie du livre, c'est pas mal non plus. Donc c'était aussi ces aspects-là qu'on souhaitait aborder, avec évidemment des moyens financiers et de production qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut proposer en bibliothèque, en termes d'espace, de scénographie et aussi d'interlocuteurs. C'est que là, on a un tout petit peu moins la vision globale que Loïc a pu avoir à Lyon, parce qu'il faut travailler avec souvent un scénographe, voire un cabinet de scénographie, des ateliers de construction, des prestataires extérieurs, donc c'est une plus grosse artillerie. Néanmoins, les budgets ne sont pas forcément extensibles non plus, et leur recherche cause quelques tracas en général. Donc voilà, c'est un peu sur ces axes-là, et le fait que ce soit là pour le coup seulement des expositions temporaires par rapport aux présentations d'Emmanuel, qui nous intéressait et qu'on va développer maintenant. Moi, je suis ravie d'être avec vous parce que c'est un petit peu ma récréation, la littérature jeunesse, parce qu'effectivement, ce n'est pas ma mission première au Musée des Arts Décoratifs. Alors, effectivement, pourquoi des expositions de littérature jeunesse au Musée des Arts Décoratifs? Je vais vous faire un petit topo rapide, puisqu'à l'origine de ces projets sur l'enfance et la littérature jeunesse, il y a forcément la collection de jouets du Musée des Arts Décoratifs. Alors nous, on a un statut très spécial, puisqu'on est une association avec une délégation de service public et qu'on gère des collections nationales. Donc tout ça, ça donne en fait finalement beaucoup de liberté par rapport à des musées nationaux, mais ça donne aussi une histoire un petit peu difficile à comprendre. Donc la première base de notre histoire, c'est 1864, c'est l'Union centrale des beaux-arts appliquée à l'industrie. Donc dès le début de notre histoire, il y a vraiment cette idée de ne pas être un musée de beaux-arts, mais d'être un musée d'art appliqué. Donc au début, forcément, pour plus de l'industrie française qui va s'exporter, et puis ça a beaucoup évolué. En 1877, il y a une autre société qui se crée, c'est la Société du Musée des Arts Décoratifs. Et puis tout le monde fusionne en 1882 avec ce nom très pompeux qu'on a gardé pendant longtemps, l'Union centrale des arts décoratifs, l'UCAD. Alors l'UCAD fait des expositions un petit peu partout avant d'avoir un musée. Et moi j'aime bien ces expositions assez anciennes parce qu'en fait elles ont contribué à l'enrichissement des collections. Et donc dès le début, dès cette exposition sur les arts de la femme en 1892, on voit des poupées qui sont aujourd'hui dans la collection dont j'ai la charge au musée. Donc voilà, tout se construit un petit peu en même temps, la collection du musée, l'histoire du musée, et puis les jouets finalement apparaissent très tôt dès ces étapes que moi j'appelle un peu les étapes du proto-musée. Donc aux arts décoratifs, on garde des jouets pour leur signification esthétique, mais aussi culturelle et sociale, donc ça donne un ensemble assez intéressant. On ouvre en 1905, donc ça c'est les espaces tels qu'ils sont encore aujourd'hui, ils n'ont pas énormément changé. Et puis le grand moment pour les jouets, c'est en fait la Première Guerre mondiale, avec les expositions de jouets artistiques français, et notamment des expositions faites à base de jouets qui sont faits par des ateliers employant des mutilés de guerre. Donc derrière, il y a toute une histoire très patriotique aussi, parce que la France et l'Allemagne se battent pour le marché du jouet, donc les Français font des jouets très précieux, très recherchés, c'est le savoir-faire, le luxe à la française, et puis les Allemands font des jouets du quotidien, très bon marché et que tout le monde peut acheter. Donc en 1916, on vient aux arts décoratifs pour voir ces magnifiques jouets français,
et puis pour acheter français, parce que c'est aussi une façon de participer à l'effort de guerre. Alors dans cette expo, il y a des livres pour enfants, il y a 102 livres français et il y a 79 livres anglais qui ont été sélectionnés par le V&A, qui ont été envoyés par le V&A. Et donc ça, c'est un moment assez fondateur à la fois pour la collection de jouets et puis pour la place de la littérature jeunesse au Musée des Arts Décoratifs. L'autre grand moment, c'est 1973, c'est une exposition de jouets allemands avec le musée de Sonneberg qui a énormément de succès. Et donc face à ce succès, le musée s'organise et crée un département des jouets pour un peu mieux connaître notre collection, justement, donc ces poupées qui sont entrées dans les années 1890, toutes ces choses qui sont là mais qu'on ne sait pas vraiment encore mettre en valeur. Et depuis 1973, on a vraiment cette expertise sur la collection de jouets, sur les expositions, et puis cette nécessité constante d'enrichir la collection. Et donc voilà, des très belles expos comme Snoopy qui avait eu un succès incroyable. Alors en parallèle, il y a aussi la constitution d'une collection de livres pour enfants, mais qui elle se fait à la bibliothèque. Donc c'est là qu'on voit déjà un petit souci dans la gestion quotidienne du musée de nos collections. Donc la collection de littérature jeunesse de la bibliothèque va suivre à peu près les mêmes étapes chronologiques, mais c'est pas la même entité. Donc il y a des livres pour enfants qui appartiennent à la collection de jouets, donc on est en train de faire un reversement parce que c'est un petit peu absurde. Moi, dans mes réserves, j'ai des racks de livres que je ne sais pas gérer, donc voilà, on est dans cette opération-là, parce qu'ils sont entrés par opportunisme, par hasard, ils ont été laissés par des artistes au moment d'une exposition, et puis on a un petit peu fait rentrer tout ça sans savoir comment on allait les gérer. Alors à la bibliothèque, je vous rassure, c'est beaucoup mieux géré. Donc il y a un enrichissement du fonds de littérature jeunesse suite à des expositions. Donc il y en a 54 qui vont rentrer après l'exposition de 1916. Il y a beaucoup de livres qui vont rentrer après l'exposition de 1973, L'enfant et les images. Et puis il y a un fonds qui s'appelle le fonds James Hazelride. C'est un milliardaire américain qui en 1941 a dû quitter la France, qui nous a légué son fonds de livres. Et dedans il y avait des livres pour enfants sur la géographie et les parties du monde. Alors malheureusement, je n'ai pas d'image de l'exposition 73 à vous montrer, mais le résultat, c'est qu'il y a une très belle collection de littérature jeunesse que nous, on montre en fait en tant que support d'exposition ou du parcours permanent. Donc là, je vous montre une image de musique en jouet dans laquelle on montrait justement plein de livres de comptines, etc. Et puis là, tout au fond, sur la gauche de la vitrine, devant la lampe Pipistrello, c'est notre salle sur le design italien, il y a des livres de Munari. Donc c'est difficile de les imaginer, mais ils sont bien là. Alors apparemment, moi j'ai fait une petite recherche dans le catalogue, on aurait 500 livres jeunesse, 568 pour être exact, mais j'ai eu du mal à savoir si ma recherche thématique, elle incluait aussi les livres qui traitent de la littérature jeunesse comme thématique. Donc ça, effectivement, il faudrait que je me penche un peu plus sur la question. Alors, on a cette situation assez étonnante avec une collection de livres pour enfants et une expertise sur la littérature jeunesse qui est du côté de la bibliothèque, mais des expositions qui, elles, sont gérées par la partie musée de l'institution. Donc, moi, j'ai un peu du mal aussi à bien saisir la nature de la collection de la bibliothèque, parce que c'est pas mon rôle, mais elles ne sont pas considérées uniquement comme des documents, elles ont bien une valeur patrimoniale, mais elles ne sont pas du tout le sujet des expositions du musée. Elles viennent beaucoup en renfort. Alors la bibliothèque fait des expositions de façon autonome à partir de ses collections dans le hall et puis parfois dans les espaces de lecture et parfois ça traite de la littérature jeunesse. Donc en 2008, il y a une exposition sur le pop-up, mais qui était considérée comme le pop-up comme sculpture de papier, donc il n'y a pas que des livres pour enfants. En 2009, il y a l'exposition Les livres pour enfants les livres de Bruno Munari, donc là aussi énormément de livres pour enfants. Donc vous voyez, on est vraiment sur des espaces d'exposition qui sont très contraints, c'est le hall d'entrée de la bibliothèque. Il y a des vitrines qui sont insérées dans le mur et puis donc, les bibliothécaires mettent les livres un peu comme elles peuvent le faire. En 2015, il y a une exposition sur l'exposition de 1916, c'était dans le cadre des manifestations qui célèbrent le centenaire de la Grande Guerre, et donc ça s'appelait les livres pour enfants pendant la Grande Guerre dans les collections de la Bibliothèque des Arts Décoratifs. Et là justement, on montre les livres qui étaient dans l'exposition et qui sont rentrés à cette occasion, donc c'est vraiment un retour dans l'histoire parce qu'on est quasiment 100 ans plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la littérature jeunesse de l'époque n'était pas uniquement axée sur la guerre, donc je vous ai mis quand même sur cette image des choses autour de l'Alsace, donc voilà cette province qu'on doit reconquérir, etc. Mais on voit aussi dans l'autre photo des abécédaires, des livres avec des animaux qui sont héros, donc voilà, il y avait quand même une production assez variée et parfois un peu plus légère. Alors les expositions du musée qui traitent de littérature jeunesse, on est vraiment dans une autre catégorie. On n'a pas de fonds à mettre en avant, on n'a pas de patrimonialité à défendre, on est sur des événements. Et donc
pour ces expositions, il y a des raisons très différentes. Le commissaire a des motivations qui ne sont pas toujours les mêmes. La direction du musée a un agenda qui n'est pas le même pour chaque exposition. Mais il y a deux constantes. Il y a la volonté d'ouvrir le musée et le département des jouets au-delà des jouets, et en fait d'avoir un discours beaucoup plus large sur l'enfance. Et puis il y a la volonté d'attirer du public avec des sujets qui sont populaires, des sujets qui sont attractifs. Nous, on a un gros problème de décalage entre les visiteurs des expositions et les visiteurs dans les collections permanentes. C'est vraiment, on a ces expositions comme locomotives et têtes d'affiche, mais dans les salles, on a beaucoup de mal à faire venir du monde. Et puis, les grandes institutions, on doit aussi rivaliser d'inventivité parce que le public n'est pas infini et on est tous un petit peu aussi en rivalité les uns avec les autres pour trouver le sujet qui va nous démarquer. Alors, cette double motivation, la nécessité de la fréquentation et puis la volonté d'ouvrir le département, c'est ce que moi je connais depuis ma prise de poste en 2014. Mais ensemble, on va remonter encore beaucoup plus loin et on va remonter jusqu'à l'exposition Tommy Ungerer. Donc en 1980, Tommy Ungerer fait une donation à sa ville natale, Strasbourg, qui en profite pour faire une exposition itinérante. Donc ça commence à Paris en 81, et donc au Musée des Arts Décoratifs, et ça finit à Strasbourg en 83. Donc c'est vraiment une exposition qui est organisée par les musées de Strasbourg et que nous on a décidé d'accueillir. Et c'est la grande époque de François Maté comme directeur du musée, qui lui voulait mettre en avant des artistes contemporains, mais qui voulait aussi mettre en avant des champs de création moins connus, et notamment avec son exposition sur la bande dessinée ou sur André François. Alors, il n'y a pas que la production de livres pour enfants dans l'exposition Tommy Ungerer. Il y a une partie sur les affiches, une partie sur l'Amérique et la satire du quotidien, une partie sur le Canada, sur la pub, et puis une salle annexe sur l'érotisme. Alors, je voulais vous la montrer, puis je me suis dit que ce n'était pas le sujet aujourd'hui, mais si vous voulez des images, contactez-moi de façon privée et je vous enverrai un petit fichier. L'exposition se finit par les livres pour enfants. Donc une salle qui s'appelle la section enfantine. C'est intéressant puisqu'on a cette exposition avec la production adulte de Tommy Ungerer et puis on finit par la section enfantine. 93 dessins, 11 collages inédits d'animaux, 17 études et une vingtaine d'affiches. Alors le dossier de presse de l'époque nous dit: à l'entrée de l'exposition, une salle de lecture est aménagée pour les enfants de 6 à 10 ans. Les parents pourront à loisir visiter l'exposition en évitant ainsi une confrontation parfois trop violente et peu nécessaire pour les plus jeunes visiteurs. Donc voilà, il y a toujours ce statut très particulier de Tommy Ungerer qu'on connaît comme auteur de littérature pour la jeunesse, et puis un jour on tombe sur les œuvres très érotiques ou les caricatures très critiques et on est un petit peu surpris. Alors cette salle de lecture, moi, elle m'interpelle un petit peu parce que finalement on la présente un peu plus comme une sorte de garderie que comme une salle de médiation, un dispositif pour les enfants. Donc ça pose pas mal de questions. Donc je vous ai beaucoup teasé avec mes 93 dessins, mes collages inédits. Et en fait, j'ai aucune photo. Dans le dossier de photographie de l'exposition, je n'ai aucune photo de la salle enfantine ou de la salle de lecture. On a vraiment l'impression que ce n'est pas les parties très importantes de l'exposition. Donc c'est vraiment dommage pour nous, mais c'est aussi intéressant de voir que dans cette grande exposition sur un artiste pour lequel sa production pour enfants est si importante, eh ben, on les met quand même parce que c'est important, mais finalement, on les passe sous silence et... je ne sais pas combien d'années plus tard, plus de 40 ans plus tard, et 40 ans plus tard, en fait, on n'a plus de traces de cette partie sur la littérature jeunesse. Alors, en 2012, il y a eu une exposition sur Babar, les histoires de Babar, et là, on est sur un contexte un petit peu particulier, c'est le contexte d'un nouveau dessin animé autour de Babar. Donc là, on a vraiment l'opportunité de mettre en avant une figure qui est très connue et qui en plus fait un petit peu parler d'elle dans l'actualité. On parle de dessin animé, donc en fait on a déjà quitté le domaine de la littérature jeunesse. En fait, cette expo sur Babar, elle est beaucoup autour de Babar, le personnage. Donc il y a une grosse implication de Laurent Brunov, donc le fils du créateur de Babar, qui est maintenant le dessinateur. Mais ce qu'on voit bien dans ces interventions scénographiques, c'est qu'on parle de Babar presque comme une personne, et non pas de Babar comme un livre pour enfants, une série de littérature, et c'est ce qu'on voit justement avec ces vitrines qui mettent en scène les vêtements de Babar, les attributs du pouvoir de Babar. Alors il y a quand même énormément d'originaux dans cette exposition, mais vous voyez qu'il y a toujours des petits dispositifs scénographiques qui renforcent cette idée qu'on parle d'un personnage. Là c'est ce petit arbre généalogique de Babar, et puis il y a cette spécificité de cet espace qui n'existe plus mais qui à l'époque était la galerie des jouets, avec ces énormes vitrines qui sont très pratiques quand on veut montrer des jouets, mais qui obligent parfois à mettre des originaux dans les vitrines, et ce qui n'est pas forcément idéal pour la perception de l'œuvre.
Alors c'est bien une exposition du département des jouets, donc on voit beaucoup de produits dérivés, on voit beaucoup de jouets, donc moi j'aime beaucoup cette petite parade des peluches. Et en fait, il y a une vraie cohérence avec les collections du musée des arts décoratifs qui, elles, sont basées autour du jouet. Mais il y a aussi une certaine confusion parce que dans certaines vitrines, on voit des originaux et puis là, tout d'un coup, on voit une espèce de petit gobelet babar. Donc, c'est pas forcément. Je trouve que ça peut apporter une certaine confusion quant au statut de l'œuvre quand on montre un bel original et qu'à côté, on montre un produit dérivé peut-être un tout petit peu moins intéressant. Alors en 2015, on a fait une exposition sur l'école des loisirs, une histoire encore, 50 ans de création à l'école des loisirs. Là le but c'est vraiment de mettre en avant les origines de l'éditeur, son approche novatrice et puis son rôle dans le développement de la littérature jeunesse. Donc on est toujours dans cet espace de la galerie des jouets, qui est un espace qui devait faire à peu près 200 mètres carrés au deuxième étage du musée. On a toujours ces énormes vitrines, mais là on a réussi à contourner l'écueil de la scénographie un petit peu différemment. Alors dans cette exposition, on a forcément beaucoup d'originaux, on a des grands noms de l'école des loisirs qui ont fait donc l'histoire de la littérature jeunesse, et puis on a aussi des auteurs contemporains, et on avait des cinèses thématiques, et sur cette cinèse monstre, on voit par exemple Maurice Sinda qui cohabite avec Dorothée de Montreuil. On avait vraiment envie justement de faire ce dialogue à partir des thématiques et de ne pas séparer les auteurs beaucoup plus arrivés et les autres auteurs. Alors pour la petite histoire, tout le monde voulait être à côté de la cinèse de Tommy Ungerer parce que lui, il avait une cinèse pour lui tout seul. Et donc ils se sont tous battus pour être le plus près de Tommy. C'était assez drôle. Donc ça, c'est les originaux qu'on a mis sur les cinèses. On ne voulait pas reproduire l'idée de mettre les originaux dans les vitrines. Et les vitrines, en fait, on les a consacrées à des cartes blanches. À certains auteurs, on leur a laissé la possibilité de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Donc on a une très jolie vitrine sur la petite enfance avec Dorothée de Montreuil, avec Jeanne HB, avec Kimiko Jürgensen. Donc elles ont décidé de toutes dialoguer ensemble pour chacune apporter son univers, mais qui est quand même une vraie cohérence dans la vitrine. On avait la vitrine de Grégoire Solotareff et de Nadja qui sont frères et sœurs, donc qui ont accepté de partager leur vitrine. Eux, ils ont vraiment voulu montrer leur atelier. Donc d'un côté, on a l'atelier de Nadja et de l'autre, on a l'atelier de Grégoire Solotareff. Ça marchait très très bien. Donc chacun a apporté ses petits gris-gris, les petites choses qui viennent dans sa création. Pour eux, ça a quand même été aussi quelque chose de fort de se séparer de plein d'objets comme ça pour toute la durée de l'exposition. On a mis plein de croquis, on a mis plein de couleurs, donc on avait vraiment l'impression de les voir travailler. Et ça, c'était pour les enfants et pour les adultes, c'était vraiment extrêmement intéressant, ça a bien fonctionné. Claude Ponty, lui, il a décidé de faire une installation sportive. Alors je vous l'ai pas mise, mais j'ai une photo de notre président de la République de l'époque en train de jouer à cette installation. Il est très concentré. Tout le monde n'arrive pas à mettre la balle dans le panier du premier coup, mais le président, lui, a réussi. Donc comme quoi, il y a des raisons. Lui, Claude Ponty, il voulait vraiment qu'on s'amuse. On a des originaux dans l'exposition, mais lui, il avait envie de proposer quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement ludique. Et dans une exposition sur la littérature jeunesse avec de très beaux originaux au cadre, etc., faire quelque chose comme ça met un petit peu le bazar. Et donc on avait beaucoup d'enfants qui criaient autour de cette vitrine, surtout qu'à côté on a la vitrine extrêmement poétique de Kitty Crotter, donc qui elle bougeait aussi, mais suscitait quand même moins de délire, avec beaucoup de lumière, etc. Et en fait ça donne une exposition très vivante et ça donne une image très vivante de la littérature jeunesse. Moi, c'est ça que j'ai aimé dans cette exposition, c'est qu'on a vraiment valorisé toute cette production. Il y a eu beaucoup d'enfants, il y a eu beaucoup d'adultes et ça donnait une image très, très valorisante. Aux arts décoratifs, on aime bien expliquer comment les choses sont faites. Donc généralement, on explique comment les choses sont faites à partir de nos collections, donc de la mode, du mobilier. Mais là, on a quand même essayé de relever le défi. Donc on avait ces petites vitrines avec des carnets d'esquisses, des brouillons, voilà, essayer de montrer quelques petites étapes. Et puis en lien avec le musée des arts décoratifs aussi, on avait une vitrine qui s'appelait le jouet de mon enfance, où certains illustrateurs avaient été invités à dessiner leurs jouets préférés. Et on avait pu le mettre en regard avec les collections du musée. Alors ça, j'ai pas de photo de cette vitrine malheureusement, mais par exemple, on avait la panthère noire de Soledad Bravi, donc elle avait dessiné la panthère noire et nous on avait sorti la très belle peluche. Voilà. Donc le statut de cette exposition, il est un peu particulier parce que finalement notre histoire du musée avec la constitution de cette collection de littérature jeunesse, etc., fait que l'exposition elle a sa place au musée, mais qu'on a quand même du mal à la faire vraiment dialoguer avec les collections à part ces petites interventions autour des jouets.
Et en fait, cette exposition, elle est beaucoup plus liée à l'art contemporain. Et par exemple, pour Chêne, il y avait vraiment eu une performance où on lui avait tendu cette toile dans la nef du musée. Il était venu la peindre, donc c'était une sorte de happening, c'était extrêmement passionnant. Mais ça montre aussi une autre motivation derrière cette exposition. Donc cette exposition, elle était déjà programmée quand moi je suis arrivée, donc j'ai un peu pris le train en route pour choisir les œuvres et puis proposer aux artistes d'intervenir dans les vitrines. Mais je pense aussi qu'il y a un agenda autour de la littérature jeunesse, autour de l'illustration, qui était un petit peu différent de celui d'autres expositions. Et à l'époque de cette exposition, l'École des loisirs voulait organiser une vente d'originaux chez Art Curial qui n'a pas eu lieu. Et je pense qu'il y avait cette idée de tirer l'illustration jeunesse vers l'art contemporain. Et donc on a toujours ce balancement entre le texte et l'illustration. Et nous, on est vraiment rentré de façon assez franche du côté de l'illustration et de l'art, mais aussi parce qu'on est un musée qui a cette image-là. Alors, les drôles de petites bêtes d'Anton Krings, en 2019, les motivations sont complètement différentes. L'idée, c'est de partir d'un univers très connu, d'une œuvre très populaire, pour créer en fait une histoire de l'art à partir des inspirations d'Anton Krings. Donc moi, j'ai rencontré Anton Krings dans son atelier, et je me suis rendu compte que derrière cet univers que je connaissais pas très bien, parce que moi, j'étais plus dans la cible, dans la tranche d'âge quand Anton a eu beaucoup de succès, je me suis rendu compte qu'en tant qu'historien de l'art, on voyait énormément de choses, on voyait plein d'influences et qu'on pouvait justement transmettre tout ça, qu'on pouvait faire partager cette découverte. Et moi, je crois vraiment aussi que derrière le succès d'Anton, il y a cette perception que peuvent avoir les adultes du fait qu'on est au-delà de l'illustration jeunesse, qu'on est entré un peu dans un pan de l'histoire de l'art, qu'il y a tous ces petits détails qu'on peut trouver, qu'il y a une vraie maturité dans le dessin. Il s'explique aussi pourquoi on peut, quand on lit pour la 15e fois Mireille Labeille, finalement ne pas trop se lasser. Donc moi j'avais envie, en partant des inspirations d'Anton et puis de ce que lui aime, d'aller au-delà de l'œuvre d'Anton et de faire vraiment une exposition sur la littérature jeunesse et sur l'histoire de l'art, puisque lui est inspiré par des artistes, mais aussi par d'autres auteurs de la littérature jeunesse. Alors il y avait une première salle, une première partie de l'exposition sur la faune et la flore, donc dans l'art et dans les sciences naturelles. Donc là vous voyez j'ai des petites singeries, mais aussi des ouvrages de Buffon sur la classification des animaux. On avait des herbiers et on avait des planches de botanique, et en fait tout ça dialogue avec les originaux d'Anton, parce que c'est ce que disait Emmanuel, c'est vraiment important de montrer les originaux, et même pour des enfants qui sont en fait habitués au livre, le fait d'être confronté avec l'œuvre d'art, avec ses couleurs, avec ses vibrations, ça donne des choses vraiment très intéressantes. Là, le dialogue, il se fait vraiment avec les collections de la bibliothèque, et puis avec des prêts, et en fait, très très peu avec la collection de jouets. On est un peu dans une exposition hors sol. On a beaucoup de prêts extérieurs. J'avais envie qu'on consacre une petite partie à Granville, puisque pour Anton, c'est vraiment son influence majeure. Il était tombé sur des livres de Granville chez son grand-père, et donc il avait commencé tout petit à dessiner plein de petits animaux, plein de petits insectes. On parle aussi de la nature morte, donc là justement on fait dialoguer les collections du musée, puis ça permet aussi à nos visiteurs de montrer nos collections sous un jour un petit peu différent, parce que finalement ce tableau il est là, il est au musée, mais on le voit très très peu, on le voit très mal, et là ça permet de le mettre un petit peu en majesté aussi. Il y a une partie sur le jardin, donc effectivement moi j'avais envie de rien m'interdire, donc j'ai fait déplacer ce tableau de l'école de Cranach dans la salle de l'exposition pour justement parler du jardin et de toutes ces thématiques autour du jardin. Donc parler du jardin à la française, du jardin à l'anglaise, de la façon d'apprivoiser la nature, puisque ça finalement c'est des thèmes qu'on retrouve assez souvent dans les œuvres d'Anton, où ces petites bêtes elles ont un rôle, une fonction au sein du jardin. Et puis j'avais aussi envie de montrer le jardin dans l'art. On voit aussi ce qu'on voyait dans l'exposition, c'était un vrai changement dans la palette d'Anton qui au début était très expressionniste, assez fauve, très très vive, et puis devient peut-être un peu plus impressionniste, et donc ce genre de prêt, le Maurice Denis du musée d'Orsay, ça permettait aussi de mettre ça en valeur et de faire vraiment un dialogue artistique. J'avais très envie de faire une salle sur les arts and crafts, parce que moi j'adore les arts and crafts, et Anton aussi, donc ça tombait bien, donc on a emprunté plein de choses au Viennet. On a emprunté à la fois des dessins originaux, on a sorti beaucoup de livres pour enfants des collections du musée, et puis on a voulu aussi montrer que ça faisait appel à plein de domaines de l'histoire de l'art, donc on a du papier peint, on a de la céramique, voilà, ça permet de montrer ce foisonnement assez intense. Et forcément une partie sur les animaux dans la littérature jeunesse, avec les fables, donc là aussi
beaucoup d'ouvrages de la bibliothèque du musée. Béatrix Potter, donc avec les prêts extrêmement généreux du JNE qui nous ont prêté ces originaux qu'on a pu faire dialoguer ensuite avec les livres prêtés par la bibliothèque de l'Or-Joyeuse. Donc voilà, ça fait aussi, ça montre aussi cet enthousiasme de tous les prêteurs qui permettent à ce projet de prendre vie. Alors ça, c'est aussi lié, je pense, à la personnalité très attachante d'Anton. Donc moi, je l'ai emmené un petit peu partout pour négocier les prêts. Puis finalement, quand les gens le rencontraient en vrai, c'était toujours des beaux moments. Tout le monde avait le souvenir du livre préféré de son enfant, de son livre préféré. Donc ça marche très très bien. Toujours notre salle sur les animaux dans la littérature jeunesse, là plutôt autour du XXe siècle, donc avec quand même quelques petits jouets, des originaux au mur, des livres dans la vitrine. Le but, c'est vraiment d'essayer de montrer plein aussi de facettes différentes et de techniques différentes. Et enfin, il y avait une dernière salle sur le dessin animé, parce que forcément, il y avait un dessin animé qui était en cours. Et puis ce genre d'opération, nous, ça nous permet aussi au musée d'avoir un petit peu de mécénat et de faire des expositions qui sont encore plus belles. Et moi, j'avais envie de travailler justement dans la salle du dessin animé sur les emblèmes du pouvoir, justement ces abeilles qui sont les reines. Donc on a sorti des petites abeilles napoléoniennes, mais aussi des choses autour de la taille de guêpe, puisque dans le dessin animé d'Anton, la guêpe, c'est la méchante. Donc voilà, on avait cette opposition entre la guêpe fatale et puis les gentilles abeilles du pouvoir. Et toujours montrer la création en train de se faire, donc avec l'atelier d'Anton. Donc ça, c'est des œuvres prêtées soit par la BNF, soit par Anton, qui sont des choses qu'il aime, qui n'ont pas forcément une influence directe, mais qu'il aime avoir autour de lui. Et puis au musée, en fait, là on est dans les espaces du 3e étage, qui sont les anciennes galeries de la pub, au-dessus de nos salles d'exposition sur la mode. Et en fait, le bout de ces salles-là, c'est le début des appartements de Napoléon III du Louvre. En fait, le bâtiment a été scindé de façon un petit peu arbitraire, mais dans ces salles-là, on est dans l'antichambre des appartements de Napoléon III du Louvre. Donc c'est pour ça que nous, on a ces portes dorées, ces lambris, et surtout qu'on a ce papier peint à abeilles impérial qu'on ne peut pas toucher, il est classé. Et pour Anton, c'était génial parce qu'on a pu faire son atelier dans cette alcôve avec le papier peint à abeilles. Et donc on a une petite table qui sort un petit peu, puis on a une table à l'intérieur avec des originaux d'Anton, des choses qui l'accompagnent dans son travail. Et puis comme ça, le papier peint est vraiment mis en valeur. Normalement, on est un peu obligé de le cacher parce que ça jure souvent avec les thématiques d'exposition. Alors forcément, on arrive un peu au gros sujet qui est l'exposition sur le Petit Prince, donc à la rencontre du Petit Prince. Moi j'ai l'impression qu'on a réussi avec Babar, l'école des loisirs, Anton, à développer une programmation un peu cohérente sur la littérature jeunesse, même si au début c'était pas du tout notre vocation première. Et puis il y avait cette idée de peut-être un jour se pencher sur le Petit Prince, même si le sujet est quand même assez intimidant. Et là, ça part vraiment d'une rencontre avec Alban Cerisier, qui est l'éditeur, entre autres, de Saint-Exupéry chez Gallimard, et tout simplement de la possibilité de faire cette exposition et de l'envie de ne pas louper ce moment qu'on retrouvera certainement jamais. Donc le but de l'exposition, c'était de donner les clés de compréhension du Petit Prince et de les chercher dans le parcours de Saint-Exupéry. Donc un peu comme Anton, mais vraiment sur des dimensions encore plus spectaculaires, c'est l'idée que ce succès phénoménal peut indiquer que le Petit Prince, en fait, c'est plus qu'un livre pour enfants. Alors, quand je dis ça, c'est vraiment aussi une déformation de langage, parce que pour Saint-Exupéry, les enfants, c'est important, c'est peut-être plus important que les grandes personnes, mais comme nous, on est entre grandes personnes, je vais faire un peu cette entorse de langage et dire que peut-être que c'est encore plus important qu'un livre pour enfants. Alors, pourquoi il y a tout ce débat autour de Le Petit Prince, est-ce un livre pour enfants, est-ce autre chose qu'un livre pour enfants? C'est parce qu'en fait, Le Petit Prince est commandé à Saint-Exupéry par son éditeur américain, alors qu'il est en train d'écrire Citadelle, qui est son testament philosophique. Alors moi, j'ai lu Citadelle, du début à la fin, pour l'exposition. Je ne vous conseille pas forcément la lecture de Citadelle, parce que ça n'a pas été fini, ça n'a pas été édité, c'est extrêmement foisonnant. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve en fait toutes les thématiques qu'il va exploiter dans Le Petit Prince d'une façon beaucoup plus simple, d'une façon beaucoup plus facile à aborder, et en fait qui sont les thématiques qui ont été importantes pour lui toute sa vie, la philosophie humaniste, l'amitié, la responsabilité, etc. Et moi j'adore cette page parce que c'est une page du manuscrit de Citadelle avec des petits princes qui sont dessinés dessus, donc on voit bien que les deux livres sont en train de s'écrire en même temps.
Alors, on a voulu remonter jusqu'à l'enfance, puisque l'enfance, pour Saint-Exupéry, c'est la base de tout. Donc, ces lectures, avec notamment les prêts. Donc, Hélène et moi, depuis l'exposition sur Anton Kring, on travaille beaucoup ensemble, et je sollicite énormément Hélène pour des prêts. Elle accepte toujours avec enthousiasme, donc merci beaucoup. On avait aussi des dessins qui viennent du fonds de Gallimard de livres que Saint-Exupéry a certainement lu étant petit, et puis voilà l'inspiration qui peut en découler. On voulait montrer ses lettres, donc moi j'adore celle-là puisqu'il écrit à sa mère. Je me suis fait un stylographe, je vous écris avec, il écrit très bien, il va très bien. Donc on a vraiment l'écrivain bricoleur, le jeune écrivain bricoleur qui s'est créé son stylo pour écrire à sa mère. On a des choses sur l'aviation et la guerre vue du ciel. En fait, dans l'enfance de Saint-Exupéry, on avait déjà tout et on aurait pu arrêter l'exposition à ce moment-là. On voulait aussi parler de l'omniprésence du dessin. Pour Saint-Exupéry, c'était très important de mettre en avant qu'il avait illustré Le Petit Prince, donc c'est souvent écrit sur la couverture du livre avec les illustrations de l'auteur. Ça a l'air un petit peu naïf, et on peut se dire en fait, il illustre son livre parce que c'est un livre pour enfants, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt dans l'autre sens. En fait, Saint-Exupéry, il passe sa vie à dessiner, et un jour il dessine ce livre qui est Le Petit Prince, et le dessin et l'écriture font en fait partie un peu de la même façon de s'exprimer. C'est deux facettes d'un même langage pour lui. Dans Le Petit Prince, ce qui est intéressant, c'est qu'il écrit le livre très très vite, et en fait il va passer sur les dessins, il va repasser sur les dessins pendant des mois, parce que c'est ça vraiment le cœur du livre pour lui. Donc on voulait montrer ses dessins d'enfant, on voulait montrer justement sa formation en tant que dessinateur, qui est surtout liée à sa mère. Donc là en fait il a dessiné ce chien, puis il l'a découpé, il l'a collé sur une lettre, et il écrit à sa mère pour lui demander ce qu'elle en pense. Et puis il passe son temps à dessiner plein de petits personnages partout. Ça c'est un manuscrit extrêmement sérieux, comme dirait Le Petit Prince, et on voit à côté justement un petit bonhomme, donc il dessine partout. Ces dessins, ces petits personnages vont au fur et à mesure donner la mesure de ses états d'âme. Donc là le personnage dit que je suis inquiet. Et puis là, mon âme, les jours de pluie, en fait, on a presque l'impression que le langage n'est pas suffisant et qu'il y a besoin de dessiner ce petit personnage un peu perplexe pour montrer ce qu'est l'âme de l'auteur pendant les jours de pluie. Et puis finalement, ces petits personnages vont devenir progressivement Le Petit Prince. Et moi, j'adore cette lettre qu'il écrit à Léon Verte, qui est son ami, un petit peu son mentor. Donc il est en permission, il lui raconte une bataille sur le front, justement la guerre dans les airs. Et on a donc un personnage qui est sur un nuage, et c'est un aviateur français sur un avion français. Il est suivi par un aviateur allemand qui est un petit diablotin sur le nuage de l'aviateur allemand. Il y a marqué Messerschmitt, donc on a vraiment cette opposition des armées. Et puis là, on voit toutes les thématiques du Petit Prince, des gros arbres comme les baobabs, un mouton, une rose, alors qu'en fait, on survole le paysage français dévasté de la guerre. Et en fait, ce personnage, on est avant l'écriture du Petit Prince, il ressemble déjà complètement au Petit Prince. Donc voilà, on voulait montrer dans l'exposition un peu cette cristallisation de tous ces dessins de Saint-Exupéry en Le Petit Prince. Alors sur le livre même, on montre des recherches, on montre des esquisses, on montre des scènes du livre qui ont été supprimées, puisqu'on a ces très beaux dessins de la main de l'aviateur lors de la rencontre du Petit Prince. En fait, finalement, on ne voit jamais l'aviateur, même juste sa main. On a différents états du manuscrit, voilà, donc ça c'est la première page. Et dans la toute première version, Saint-Exupéry avait l'idée de faire dessiner à son personnage aussi un bateau, mais la personne à qui il dessinait le bateau n'avait pas compris, ou un avion, mais il n'avait pas compris non plus. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'états du texte avant d'arriver uniquement au chapeau et aux éléphants qui pourraient ou pas être contenus dedans. Et finalement, notre point d'orgue, c'est le manuscrit. Donc tout le parcours de l'exposition servait en fait un petit peu à préparer le visiteur à entrer en contact avec le manuscrit, donc qui a été prêté par la Morgan Library à New York où il est conservé. C'est la première fois que le manuscrit sort de la Morgan Library, à part peut-être quelques feuillets il y a 30 ans au Japon, mais le conservateur n'a pas réussi à vraiment retrouver d'informations là-dessus. Donc c'est vraiment un événement incroyable. Nous, on a aussi communiqué, le Musée des Arts Décoratifs, sur cette exposition et cette présence du manuscrit comme un événement incontournable. On verra ça qu'une fois dans nos vies, etc. La Morgan Library ne présentera le manuscrit hors de ses murs qu'une fois dans une vie d'humain. Donc voilà, on a fait un petit peu des tonnes, mais c'est vrai que c'était quand même très, très émouvant et très impressionnant. Alors ce qui est très intéressant, ce qui est très drôle, c'est que les visiteurs s'attendent en fait à un manuscrit un peu comme celui-là, qui est le manuscrit de pilote de guerre qu'on a emprunté à la BNF, qui lui est relié.
Mais en fait, Saint-Exupéry, il écrit sur des feuilles volantes, il écrit un peu sur tout ce qui lui passe sous la main, et notamment il écrit sur des feuilles très très fines comme du papier calque, qui est ce papier onion skin qu'on mettait aussi dans les machines à écrire de l'époque. Donc en fait, la BNF a relié les feuillets qu'elle a en sa possession, et ça donne un gros manuscrit, mais au musée des arts décoratifs, nous on a eu ces feuillets volants qu'on a encadrés. Et moi, j'ai plein de visiteurs qui m'ont dit « mais il est où le manuscrit ?» parce qu'ils s'attendaient à un gros grimoire. Et le manuscrit, en fait, c'est ça, c'est cette ribambelle d'œuvres encadrées. Donc, toujours aussi cette idée que moi, j'ai du mal à tirer au clair entre le dialogue entre le texte et l'image, parce que finalement, ce que je vous ai montré, même si on est dans une journée sur exposer le livre jeunesse, exposer la littérature jeunesse, en fait, finalement, c'est plutôt des expositions de dessin. Je vous ai montré beaucoup de choses encadrées. On fait ces expositions dans les espaces du musée qui sont destinés aux arts graphiques. Donc finalement, on fait plus des expositions de beaux-arts que des expositions de littérature, mais je pense que c'est aussi lié au parti pris de notre musée, qui à l'origine est un musée et non pas une bibliothèque, et du cabinet des dessins qui comporte des centaines de milliers de pièces. Donc nous, on a vraiment cette expertise sur le dessin, et c'est pour ça que les expositions ont un peu ce caractère particulier. Alors dans cette exposition, il n'y a plus aucune œuvre du musée des arts décoratifs. On s'est un peu fait plaisir, c'est une sorte de caprice un petit peu hors sol. C'est parce que l'exposition elle est née de cette rencontre avec les gens qui possèdent justement les œuvres de Saint-Exupéry, avec des héritiers qui ont accepté pour la première fois d'ouvrir leur fonds, tout ça parce qu'Alban Cerisier a quand même fait ce travail de fonds pendant très longtemps pour avoir accès à ces gens. Et en fait, on a compris que c'était vraiment une opportunité très belle de faire cette exposition, et c'est un choix qu'on a assumé, de faire une exposition qui n'a pas trop de rapport avec les collections du musée. On sait aussi que c'est une exposition qu'on ne pourra certainement plus jamais refaire, parce que dans les musées, on est aujourd'hui sur une démarche beaucoup plus vertueuse, et c'est vrai qu'on ne fait plus non plus venir pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons environnementales ou éthiques, on ne fait plus venir comme ça plus trop des caisses entières par avion pour montrer quelques dizaines de feuillets. Donc on s'est vraiment fait plaisir, et on a l'impression que les visiteurs étaient au rendez-vous. Alors justement, en parlant des visiteurs, quel est notre public? Qui sont nos visiteurs? Alors au MAD, pour les expositions autour du jouet et de la littérature jeunesse et de l'enfance, le but c'est vraiment d'avoir un double public. On n'est pas du tout le musée des enfants, donc quand il y a des expositions de jouets ou de littérature jeunesse, c'est pas juste pour les enfants pour leur faire plaisir. Les enfants, ils peuvent aller dans toutes les parties du musée, dont celle-là, mais nous on part du principe qu'ils sont jamais seuls, et que du coup on peut passer aussi par les adultes pour leur faire passer des messages, pour assurer un petit peu cette entreprise de médiation. Donc les expositions, elles doivent s'adresser aux adultes et aux enfants, même si parfois pour les enfants, il faut passer par les adultes. Moi, j'ai toujours envie de créer dans l'exposition un moment vraiment de partage, de transmission. On voit bien que nous, on a une fréquentation transgénérationnelle, les grands-parents, les parents, les enfants. Et nous, on a aussi un peu une idée derrière la tête, c'est que si l'enfant se sent bien dans le musée, en fait, on est en train de créer le futur public du musée, et pour nous, c'est un peu capitaliser sur l'avenir. Moi, je trouve que la transmission dans les expositions autour de la littérature jeunesse, elle se fait beaucoup autour de la lecture, et surtout du coin lecture. Et pour moi, le plus beau des coins lecture qu'on a réussi à faire, c'est celui d'Anton Krings, puisque c'est sa cabane. Et on a fait cette intervention dans le cadre Paris quartier d'été pour les enfants qui partent pas en vacances, où Anton est venu faire la lecture dans son coin lecture, et puis ensuite a guidé des enfants qui faisaient la lecture, donc cette petite fille était toute nue. Donc normalement j'aurais dû flouter les visages des enfants, mais ma photo est tellement mauvaise qu'on va dire qu'on ne voit pas très bien les visages des enfants. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est vraiment Anton Krings au milieu de son public et de ses lecteurs, et cette transmission autour de la lecture. On avait déjà fait un tout petit coin lecture dans une exposition sur les jouets suédois, parce qu'on voulait donner un peu d'interactivité, mais on ne savait pas trop comment faire, donc les livres étaient accrochés à des sièges, vraiment avec des chaînes pour ne pas être volés. Enfin, ça donnait une ambiance un petit peu étonnante. C'est vraiment dans l'exposition sur l'école des loisirs qu'on a décidé de mettre les livres en exposition, et en fait on ne se fait pas voler les livres, enfin pas tant que ça. Nous on met une petite étiquette, j'appartiens au musée des arts décoratifs, ne m'emporte pas avec toi, mais finalement ça se passe plutôt bien. Dans l'exposition sur l'école des loisirs, on n'avait pas beaucoup de place, donc les coins lecture sont encore un petit peu timides, mais on avait réussi à en disséminer plusieurs, donc ça donnait comme ça des moments de pause et de relaxation dans l'exposition. Et puis pour ceux qui avaient vraiment envie d'émotions fortes et d'interaction, il y avait toujours l'installation de Claude Ponty. Donc pour Anton Krings, le coin lecture, c'est vraiment une installation
qui ancre le visiteur dans son univers. On est dans le jardin d'Anton, et puis on est dans la cabane du jardinier d'Anton. Donc ça, c'est la belle version pour l'image de scénographie. Et puis là, c'est la version avec du public. Et moi, j'adorais vraiment cette salle avec toute cette effervescence autour de la lecture. Et puis tout le monde qui lit un album à haute voix dans son coin et une vraie cacophonie. Pour l'exposition à la rencontre du Petit Prince, c'était un petit peu plus difficile parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qu'on propose? On peut proposer le Petit Prince, mais on ne peut pas proposer beaucoup d'autres ouvrages à lire. Donc on avait décidé de contourner cet écueil en ouvrant justement sur la thématique du succès du Petit Prince et puis de son universalité. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est la bibliothèque universelle où on a 120 des 450 traductions du Petit Prince. Donc ça, c'était pas accessible, hein, c'était sous vitrine, mais on pouvait comme ça voir un petit peu tout ce qui se passait. Alors, ce qui était très difficile dans le cadre de l'exposition sur le Petit Prince, c'est que c'était plus compliqué d'impliquer les enfants, puisqu'en fait, Saint-Exupéry écrit très mal, c'est des feuillets sur lesquels il y a beaucoup de choses à lire. Donc nous, on a fait le parti pris de tout retranscrire, mais ça donne une exposition dans laquelle il y a beaucoup de choses à lire. Ça donne aussi une exposition où les œuvres sont extrêmement fragiles, parfois difficiles à voir, ces aquarelles très légères, et nous, ce qui permet de nous en sortir, c'est la scénographie. Alors, depuis qu'on fait des expositions sur la littérature jeunesse, on a décidé d'accrocher les choses un tout petit peu plus bas. Donc, normalement, là, au milieu de la deuxième ligne, on devrait être à 150 cm si on était dans une exposition pour adultes. Nous, on descend à 140, et ce qui fait que quand on accroche plusieurs feuillets les uns au-dessus des autres, on peut parfois descendre très bas. Et moi, j'essaye de mettre en bas ce qui peut intéresser les enfants. Voilà, un petit chien, un petit perroquet, etc. Donc on a toujours ce dialogue qui permet de pas trop pénaliser l'adulte, parce que c'est pas non plus trop bas que ça, mais qui permet aux enfants de voir ce qui se passe. Et puis on a surtout des interventions. Donc Anton Krings, lui, voulait vraiment des interventions qui permettent de faire rentrer le petit visiteur dans son univers. Avec cette première salle d'entrée, on est complètement immergé dans le jardin. Pour l'école des loisirs, on avait une scénographie très différente autour du papier, que moi je trouve peut-être un peu plus intellectuelle et plus conceptuelle. C'était une expo de Constance Guisset. Et en fait, comme ce qui se passe pour les enfants d'intéressant, c'est dans ces vitrines, on peut se permettre de faire une scénographie voilà, peut-être plus pensée. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça, c'est des cartels en fait en carnet de papier. Voilà, donc quelque chose peut-être d'un peu plus épuré et qui met plus en avant l'univers du designer qui est Constance. Pour Anton Krings, comme on avait un propos plus sérieux sur l'histoire de l'art, on avait besoin de ces petites arches, de ces petites portes, de toutes ces petites, voilà, là il y a une petite porte aussi, de toutes ces petites choses en fait qui permettent aux enfants de se sentir chez eux dans l'exposition. On avait des petites boîtes comme ça à 1m10, les fameux 1m10 pour enfants, où les enfants pouvaient regarder ce qui se passait, tout leur petit univers à eux. Et puis une petite cabane aussi autour de l'image animée pour quand même parler du dessin animé, mais sans que ce soit trop présent. Pour Anton Krings, pour Le Petit Prince, on a une scénographie qui accompagne vraiment le propos. En fait, on avait envie de remontrer l'auteur derrière le livre, donc on est accompagné par Saint-Exupéry pour entrer dans l'exposition. Et puis tout au long de l'exposition, donc on le voit par des images, on le voit par des citations. On a ce clin d'œil aussi au voyage dans les planètes parce qu'on a ce vocabulaire rond de l'astéroïde, et puis les vitrines qui sont vraiment adaptées aussi toujours pour ne pas être trop inconfortable pour les adultes, mais permettre à des enfants à partir de 5 ans de pouvoir bien voir. Donc on a voilà, ce vocabulaire très rond. Et puis la lumière tamisée, on a un peu fait de nécessité-vertu puisque c'est des choses extrêmement fragiles qu'il faut exposer dans une lumière extrêmement tamisée. Donc nous on a décidé qu'en fait cette lumière tamisée c'était la nuit de l'espace et du voyage du Petit Prince. Et ça se voyait dès le sas d'entrée de l'exposition. On a aussi vraiment essayé de miser sur l'émotion. Donc c'est le même scénographe pour Anton Krings et pour Le Petit Prince, ça s'appelle Designer Unit. C'est un cabinet de scénographie parisien avec qui moi j'aime beaucoup travailler. Et on avait vraiment envie aussi de donner beaucoup d'émotions. Donc ça c'est Le Petit Prince en majesté et il est encore en majesté au sein de l'exposition. Et puis quand même, des petites interventions pour les enfants. On s'est rendu compte que les enfants adoraient ces films qui sont pourtant Courrier Sud et Pilote de Gare, donc c'est des films des années 30 de Saint-Exupéry, donc c'est pas non plus très accessible pour des enfants. Mais on voit des avions qui font beaucoup de bruit, donc ils étaient tous agglutinés devant l'écran, et puis on a justement joué avec ça en leur mettant des petits avions éclairés un peu partout dans l'exposition. Et puis une petite silhouette dans laquelle seuls eux peuvent passer. Et puis enfin, tout au fond, si vous regardiez dans les petits trous,
c'était en fait la boîte du mouton, et c'était le mouton du Petit Prince qui nous accueillait. Donc, je pense qu'il va falloir, peut-être pas falloir que je prenne. Donc, on a quand même de la médiation, on a un service des publics. Nous, en fait, on fait beaucoup de choses en dehors de l'exposition, beaucoup d'ateliers, et qui là, en fait, relie les expositions avec la mission du musée des arts décoratifs et notre tradition d'éducation et d'enseignement artistique. Par exemple, pour le Petit Prince, on a fait du nail art. Pour Anton Krings, on a fait un jardin de papier à mettre dans sa poche. En fait, on a du mal à mettre en place de la médiation dans les salles. On n'a pas trop cette expertise. Et surtout, on n'a pas toujours ce budget. Pour l'école des loisirs, on avait eu un mécénat très généreux et on avait des compteurs dans les salles tous les samedis après-midi. Et ça, c'est vrai que ça changeait beaucoup le rapport à l'exposition. Alors, de façon très différente de celle de Loïc, effectivement, moi je ne fais pas tout dans l'exposition, je suis uniquement la commissaire, mais c'est vrai que je pense que si les expositions de littérature jeunesse aux arts décoratifs, elles rencontrent autant de public, bah c'est aussi parce que tout le monde travaille ensemble, le commissaire, le scénographe, le graphiste, et qu'il y a vraiment ce travail d'équipe qui se fait avec énormément de joie, et je pense que ça se ressent aussi pour nos visiteurs qui ressentent cet enthousiasme général. Merci beaucoup. On va quand même prendre un tout petit peu s'il y a des questions et on décalera un tout petit peu cet après-midi pour que tout le monde ait le temps de se restaurer. Donc est-ce que vous avez trop faim? Est-ce qu'il y a quand même quelques questions pour Emmanuel ou pour Anne? Oui, pour Emmanuel, je me demandais si vos collections de planches originales et d'albums, est-ce qu'elles étaient consultables? Comment elles étaient accessibles? Oui, c'est une bonne question. Alors, elles sont effectivement, les collections d'œuvres graphiques sont en réserve, et le problème du signalement, c'est qu'on n'a pas toujours le droit de montrer l'image de l'œuvre qu'on a. Donc, pour l'instant, si vous venez sur site, on peut, sur demande, vous faire visiter les réserves et vous accueillir très volontiers. On peut aussi, ce sont des demandes ponctuelles de prêt, on envoie une sélection avec des visuels pour le coup. Voilà. Et sur les ouvrages, c'est la même chose. C'est soit on vous envoie une sélection en fonction de la thématique que vous voulez explorer, ou alors on vous accueille sur site. Mais il n'y a pas... Alors, pour l'instant, nous, les œuvres graphiques sont inventoriées avec un logiciel métier qui s'appelle Micromusée, qui doit permettre, parce que ça c'est le merveilleux outil collectif des musées qui permet normalement de verser toutes les notices sur une base qui s'appelle la base Joconde, qui est consultable par tout le monde. Mais nous, on a la problématique des droits. Donc pour l'instant, si on verse les notices, il n'y aura pas les visuels. Alors ça peut vous donner une indication, hein, vous verrez crapouillerie, Nicole Clablou, vous n'aurez pas l'image de crapouillerie, mais vous pourrez vous donner, avoir un peu une idée de ce que ça peut être. Ouais. Mais pour l'instant, c'est un peu la difficulté. Nous-mêmes, on a une difficulté à signaler notre propre fond, ça c'est sûr. Il n'y a pas sur cette question des droits, des discussions un peu collectives, vu que c'est un problème récurrent, qui peuvent être menées avec les éditeurs. Absolument. Dans les premiers contrats, pas un usage commercial. Mais on le voit d'ailleurs dans l'histoire de l'édition jeunesse elle-même. Hein. Il y a des artistes qui n'ont pas gardé leurs originaux parce que les éditeurs à l'époque ne faisaient pas de contrat, et donc les œuvres restaient chez l'éditeur. Ça, c'est il y a quelques années. Aujourd'hui, ils font très attention à ce que leurs œuvres soient... D'abord, ils les gardent après le projet d'édition, et puis il y a un contrat qui les lie à l'éditeur. Et je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on renégocie, nous, avec les artistes dont on a des œuvres dans la collection, pour leur dire, pour les bien fonder la valorisation de votre travail, et pour la connaissance, la diffusion de la connaissance, l'étude de vos travaux, ce serait bien qu'on puisse montrer qu'on les a. Et il faudrait négocier, ou qu'il y ait des filigranes sur les images. Il y a certainement, oui, c'est un vaste sujet, mais c'est un sujet intéressant. C'est encore une question pour toi, Emmanuel. Tu parlais de l'exposition de Béatrice Poncelet, tu disais qu'elle avait été donc conçue au musée et qu'ensuite elle avait été déplacée ici. Juste la scénographie. Oui, c'est ça, la scénographie, mais ça veut dire quoi? C'était des modules qui étaient du coup démontables et remontables en fait? Oui, enfin, il y avait, alors pour Béatrice, en fait, on avait imaginé par rapport à son univers, on avait imaginé reproduire en grand certains des personnages qui sont dans ces ouvrages. Donc il y avait notamment une sauterelle incroyable, il y avait un funambule. Et tout ça, le scénographe les avait fait en géant. Et l'idée, ça a été simplement de les faire voyager du Moulin à Paris. Donc ils sont venus. D'accord. Voilà. C'était pas des grandes caisses, il n'y avait pas trop de valeur d'assurance, parce que c'était pas les originaux de Saint-Exupéry. Et voilà, on était très contents que ça puisse circuler.
On avait surtout un super transporteur qui a porté la sauterelle et qui s'en rappelle encore, parce qu'elle était quand même 2 mètres de long la sauterelle, donc elle était dans le hall, là, elle n'était pas dans la salle d'exposition, elle ne rentrait pas. Et c'est une exposition qui a souffert de la période Covid. Et on avait aussi emprunté pour le coup des structures d'exposition, c'est-à-dire que Béatrice fait des leporello très très longs, et donc ça ne rentre pas dans une vitrine classique. Et donc Moulin avait conçu des boîtes en plexi qui étaient suspendues sur des espèces de grilles. Donc on avait emprunté 3 de ces grilles avec les boîtes qui correspondaient, ou 2 de ces grilles avec les boîtes qui correspondaient. Il n'y avait pas besoin d'adaptation plus que ça, puisqu'en fait c'était les grilles, il y avait un plafond et 4 poteaux, et après des boîtes en plexi, et ça voyageait assez facilement. C'était pas inclus sur des cimaises ou autre. Nous après on avait nos cimaises et le reste des éléments qui étaient à la médiathèque. D'accord. Merci beaucoup. C'est une question qui s'adresse en réalité aux 2 intervenantes, mais avec à chaque fois un exemple qui j'ai été pioché certainement, je suis littéraire, donc je fais très attention pas aux éléments de langage, mais à des formulations parfois. Donc, vous disiez, Emmanuel, à un moment, à propos de l'exposition Philippe Corentin, si je me souviens bien, que vous vouliez absolument une pièce, mais qu'il était embêté de vous la vendre parce qu'elle était trop petite, mais que vous lui auriez dit, vous ou quelqu'un du musée, mais ça va devenir du patrimoine. Et ce que je me dis, c'est que, et je me le dis depuis le début de la journée, c'est que ces éléments, si ça doit devenir du patrimoine, c'est que ça n'en est pas instantanément. Et donc, quelle est la part de la démarche consistant à éventuellement l'acheter ou l'exposer, ce qui vous concerne dans les 2 cas, et qui contribue à faire en sorte que ça devienne du patrimoine. C'est-à-dire que vous aviez l'air de dire, on veut l'acheter parce que ça va devenir du patrimoine, mais le simple fait de l'acheter, génère le fait que ça devient du patrimoine. Enfin bon, voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et de votre côté, c'était autour de Anton Krings. Oui, le fait d'adopter le parti pris consistant à faire apparaître les liens avec l'histoire de l'art avec un grand H, un grand A et les tralala qui vont avec. Est-ce qu'il y a, j'imagine que oui, un des effets c'est de la montée en gamme de légitimité, disons, et dans quelle mesure est-ce que c'est un souhait, parce que ça peut être un effet collatéral d'une finalité qui est autre, et donc voilà, comment vous vous positionnez par rapport à ça, et éventuellement, comme il était partie prenante lui, dans quelle mesure il se positionne par rapport à ça, parce que à la suite des échanges qu'on a eu régulièrement au cours des dernières années, dans le cadre du séminaire patrimonialité notamment, on s'aperçoit régulièrement quand il s'agit de parler de production, disons, moins légitimée, notamment la bande dessinée, eh bien le fait de se rapprocher de musées à, disons, à potentiel légitimisant un peu plus fort ou avec des choix d'exposition qui vont dans ce sens-là, ça les intéresse beaucoup à différents égards, parce que c'est toujours mieux d'être mieux reconnu, et puis peut-être, mais ça peut-être que je dis une énormité, donc si c'est le cas, faites-moi les gros yeux, peut-être que du coup aussi au niveau des ventes d'originaux, c'est plus intéressant à d'autres égards que simplement symbolique. Voilà, j'espère que mes questions étaient claires. Je te propose d'éventuellement répondre en premier. Tu as déjà un micro, tu as apporté l'autre là-bas. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien creuser des sujets sur des choses qui ont beaucoup de succès et qui font déjà partie de la culture enfantine, etc. C'était un peu la démarche aussi pour Barbie, de savoir ce qui se cache derrière le succès de Barbie, pourquoi les gens aiment Barbie, pourquoi les gens n'aiment pas Barbie. Donc c'est vrai qu'en Tom Krings, moi j'avais vraiment toujours eu la connaissance de cet univers, et je m'étais jamais vraiment beaucoup posé la question de pourquoi cet auteur-là en particulier avait autant de succès. Et c'est plus, le début de l'exposition, c'est plus vraiment cette épiphanie que moi j'ai eue en voyant les originaux et en comprenant le lien avec les œuvres d'Anton. Lui, contrairement, était assez étonné. Pendant longtemps, en fait, on a eu un peu de cafouillage autour de la scénographie parce qu'Anton Krings validait des choses. Et puis en fait, après, il les dévalidait. Donc j'ai dû lui expliquer qu'une fois que c'était validé, c'était compliqué de dévalider. Et pourquoi avait-il validé si ça ne lui plaisait pas? Et en fait, il m'a dit à plusieurs reprises, je ne pensais pas qu'on ferait l'exposition. Je ne pensais pas que ça irait jusqu'au bout. Je ne pensais pas que ça vous intéresserait en fait à ce point-là. Et donc ça c'était assez intéressant quand on est allé plusieurs fois faire
justement négocier des prêts, lui était beaucoup en retrait. Moi, je me souviens de quelqu'un qui nous avait communiqué des gravures à la BNF, qui disait « Ah, mais c'est incroyable, moi j'adore Anton Krings, mais d'ailleurs, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est suédois ?» Et Anton n'a pas dit « Bonjour, je suis Anton Krings ». Donc cette dame de la BNF, jusqu'au bout, s'est dit « Ça doit être son collègue qui parle pas beaucoup. » Donc c'est vrai que moi je considérais que le travail, mais après c'était ma position à moi aussi, que le travail d'Anton il était déjà suffisamment légitime et qu'en fait le montrer au musée, ça n'allait pas rajouter non plus grand chose. C'est peut-être lié aussi à sa modestie à lui, peut-être que j'aurais pas eu cette prise de position avec un auteur, illustrateur qui aurait justement eu envie de beaucoup capitaliser sur l'exposition, etc. Après c'est vrai que nous on est toujours dans un peu un jeu de billard à 3 bandes, puisque je ne voulais pas rentrer dans notre tambouille personnelle, mais le musée des arts décoratifs reçoit une subvention très généreuse de l'État pour les collections permanentes et ce qui est la vie générale du musée. Mais dès qu'on veut faire quelque chose, il faut trouver du mécénat. Et effectivement, pour trouver du mécénat sur une exposition sur Anton Krings, eh bien, il faut solliciter Gallimard, mais il faut aussi solliciter plein d'autres gens, et notamment Andros, qui avait envie d'un premier mécénat culturel. Donc l'exposition est mécénée par Gallimard et par Andros. Et Gallimard, eux, effectivement, ça leur apporte beaucoup de publicité, beaucoup de communication, mais c'est le jeu aussi du mécénat, c'est ce qui se passe quand on fait des expositions chez nous et que quelqu'un le mécène. Et sinon, sur la modestie d'Anton, lui, en fait, jusqu'au bout, voulait pas que l'expo s'appelle « Les drôles de petites bêtes d'Anton Krings », parce qu'on ne pouvait pas appeler ça le jardin d'Anton Krings, parce que comme les gens ne savent pas très bien qui est Anton Krings, on aurait perdu du public, donc il fallait vraiment garder le nom de la série « Les drôles de petites bêtes ». Mais moi, je voulais, et je lui ai dit, il faut que les gens sachent que c'est Anton Krings qui dessine les drôles de petites bêtes, et c'est pour ça que l'expo s'appelle comme ça. Donc voilà, moi j'avais envie de comprendre le succès d'Anton et d'expliquer justement par cette histoire de l'art. Son attitude à lui m'a permis de le faire aussi en toute détente, sans me sentir un peu forcé par un artiste qui avait sa propre envie de légitimité. Et ce qui fait, je pense, que l'exposition s'est vraiment bien passée et qu'on sent qu'il y a cette complicité, cette vraie envie d'aller un peu tous dans la même direction. Alors, pour répondre à la question, pour aller un peu aussi dans le sens de ce que vient de dire Anne, Anne, elle a parlé de la confiance et de la façon dont elle a travaillé très étroitement avec les éditeurs, avec Gallimard et avec l'école des loisirs. C'est un peu la même chose aussi pour nous. Il faut dire que ces dernières années, les éditeurs se tracassent beaucoup du devenir des originaux, des artistes avec lesquels ils travaillent. Et je crois que nous aussi, on a noué des partenariats, on a des relations comme ça un peu privilégiées avec certains éditeurs qui nous disent mais tiens, il y a un tel ou une telle et elle a gardé des travaux préparatoires, elle a gardé des... c'est un travail d'équipe là aussi, c'est-à-dire qu'on donne de la légitimité au travail de ces artistes-là, on leur donne de la reconnaissance. Il faut dire que par ailleurs c'est difficile pour eux de vivre de leur art, donc on participe de la légitimation du travail de ces artistes qui font un art appliqué. Et en même temps, c'est vrai qu'on leur donne une forme de patrimonialité dès lors qu'ils sont exposés ou qu'ils rentrent dans les collections, ça c'est vrai. Et que ça a aussi une incidence, pour répondre à ça a une incidence aussi sur la cote de leur art. On a vu chez Arcurial, ou chez Arcurial en particulier, des illustrateurs tenter une incursion dans les ventes publiques, aux côtés de certains grands de la bande dessinée. Et alors au départ c'était tâtonnant, parfois il y a même eu des écueils. Moi je me souviens d'une œuvre de Rebecca d'Outremer qui était, pourtant elle n'était pas excessivement chère, et je crois qu'elle était à 8 000 €, à côté il y avait du Gibra à 26 000. Bon, elle ne s'est pas vendue à ce moment-là. Mais aujourd'hui les œuvres de Rebecca sont, voilà, les cotes commencent à se réaligner sur le marché de la bande dessinée. Mais c'est un travail qui se fait doucement, et avec la complicité des éditeurs, la complicité des artistes qui ont compris aussi qu'il ne fallait pas jeter les travaux préparatoires, qu'il ne fallait pas... Alors, on peut tomber dans un écueil inverse, c'est-à-dire que l'idée d'être patrimonialisé peut donner à certains le goût de faire des originaux plus propres, plus corrects, voire même de faire des travaux préparatoires après avoir fait le livre. J'ai vu ça, j'ai vu des carnets scellés magnifiques qui avaient été faits après l'édition du bouquin. Et là, j'ai dit... À partir du moment où il y a un marché, ça se produit. Dans l'histoire de la littérature, il y a des tas d'écrivains qui faisaient ça, notamment pour Doucet.
Alors Anton Krings, il ne vend pas beaucoup d'originaux. En revanche, il avait fait énormément de petits croquis pour alimenter le coin de son atelier. Et au démontage, il nous les a donnés. Donc il a donné tous les croquis de la rotonde au musée des arts décoratifs. Et puis tous ces petits croquis, là, ces petits bourdons qu'il avait fait dans l'exposition, pour l'exposition, il m'en a donné, il en a donné aux installateurs, il en a donné aux gens du service des publics, voilà, parce que lui, il avait envie que justement on ait tous un peu cette trace de notre travail commun de l'exposition. Ah. Il y a des beaux côtés aux arts décoratifs. Sur ce côté très généreux, on va clore la discussion pour ce matin. Je vous propose de nous retrouver à 14h15 pour